Bonsoir. Le Mali enterre ses morts et scrute l'avenir après les violences meurtrières du week-end dernier. Les appels au calme et au dialogue se multiplient au Mali et à l'étranger après les violences meurtrières du week-end. La troisième manifestation organisée par le mouvement du 5 juin contre le pouvoir a dégénéré, faisant au moins 11 morts et plus de 100 blessés. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle, mais ses adversaires lui demandent d'aller plus loin en organisant des législatives partielles. Quelle solution à la crise politique au Mali? Quelles implications cette crise peut-elle avoir dans la région? Réponse dans les 30 prochaines minutes. Prières et recueillement à Bamako pour les victimes, mais aussi tractations en coulisses après la manifestation du 10 juillet. L'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO cherchent à calmer les esprits dans un pays déjà en proie à des violences dans le nord et le centre du pays. L'explication de Blanche Sanon. Dans les rues de Bamako, un calme précaire est progressivement revenu. Mais le mouvement de contestation qui réclame la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta a fixé un nouveau rendez-vous vendredi pour un rassemblement de recueillement et de prières, une semaine après une manifestation ayant dégénéré en 3 jours de troubles qui ont fait au moins 11 morts. Vendredi 17 juillet, monument de l'indépendance, à 14h, prière collective, hommage à nos martyrs. Les violences ont commencé vendredi dernier suite à l'appel du M5 sous le signe de la désobéissance civile. Un climat quasiment insurrectionnel s'est propagé à plusieurs quartiers, dont Badalabougou, chef de la principale figure du mouvement, l'imam Diko, et théâtre samedi soir de scènes de guerre. Les leaders du mouvement ont accusé les autorités d'usage excessif de la force. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la présence sur le terrain de membres de la Forsat, une unité d'élite antiterroriste malienne. Les Maliens respectent les forces spéciales antiterroristes, mais leur formation, leur vocation, leur rôle, ce n'est pas de maintenir l'ordre. Et ceux qui leur demandent de maintenir de l'ordre sont responsables de ce qui est arrivé, et c'est leur responsabilité à eux que nous allons rechercher et obtenir. Le mouvement du 5 juin a dit son intention de demander l'intervention de la Cour pénale internationale pour faire juger les responsables de ces morts. La CPI ne peut toutefois pas être saisie par une organisation. Malgré les tensions, les responsables du M5 maintiennent leur exigence de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta ainsi que le mot d'ordre de la désobéissance civile. Le M5 RFP renouvelle ses hommages au peuple malien, mobilisé comme un seul homme sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, et l'engage à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le président a tenté différentes ouvertures, offre de gouvernement d'union nationale, dissolution de la Cour constitutionnelle. Comme autre geste d'apaisement, les autorités, après avoir réprimé la révolte, ont relâché dimanche soir et lundi les opposants arrêtés. La communauté internationale s'alarme de cette escalade à l'issue imprévisible dans un pays déjà confronté au djihadisme, aux violences et à la pauvreté. Une mission de la CEDEAO conduite par l'ancien président du Nigeria, Jonathan Goodluck, est arrivée mercredi soir à Bamako pour une tentative de médiation auprès des différents acteurs de la crise. Voilà, merci beaucoup Blanche pour ce reportage. Et maintenant pour le débat, nous avons Toumaïlou Boubé Maïga, ancien Premier ministre du Mali. Et à Paris, Niagale Bakayoko, président de l'African Security Network. Donc merci à tous d'être avec nous. Je démarre avec vous, monsieur le Premier ministre. Comment en est-on arrivé là à cette radicalisation de l'opposition? Est-ce que le contentieux électoral a été bien géré selon vous par le pouvoir? Oui, en fait, c'est le contentieux électoral qui a été, si je peux dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'il y avait une contestation en pente, depuis 2-3 ans, parce qu'il y a eu en 2017, si vous vous souvenez. À l'époque, on voulait faire la révision de la Constitution. Il y avait une contestation contre la révision, mais qui avait les mêmes revendications politiques.
Nous avons eu une sorte de crise post-électorale en 2018 et les mêmes secteurs ont continué de s'exprimer contre le pouvoir. Et puis quand il y a eu les élections législatives cette année, l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été vraiment un choc pour tout le monde, parce que c'est un arrêt qui s'est caractérisé principalement par l'annulation de pratiquement tous les résultats provisoires prononcés par l'administration territoriale, c'est-à-dire dans des circonscriptions très symboliques, où il y a des partis qui avaient 10 000 voix d'écart, qui ont retrouvé que tous ces votes ont été annulés. Et quand il y a eu l'arrêt de la Cour, ce n'est pas les états-majors des partis qui se sont manifestés le premier, ce sont les populations elles-mêmes qui ont commencé à manifester contre l'arrêt de la Cour, estimant que leurs votes ont été confisqués. Alors, c'est vrai, vous parlez de ces élections comme étant le déclencheur, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres facteurs comme par exemple la crise au centre, une crise que vous connaissez bien, vous avez été Premier ministre. Vous avez un pays où l'État est quasiment absent, quand même sur les... Vous prenez le nord et le centre, ça fait 940 000 km² sur 1 240 000 km². Ce sont des zones dans lesquelles il y a un vide administratif total. Et où l'État fait face à trois problématiques sécuritaires, je peux dire. Un, vous avez l'action des groupes terroristes djihadistes. Vous avez la criminalité transnationale organisée qui a fait de nouvelles routes de trafic qui passent par le temps. Et vous avez tous les conflits de coexistence et de cohabitation qui se sont beaucoup développés dans cette zone et qui ont été mis à profit par les groupes djihadistes quand ils les ont créés, exacerbés. Si bien que dans toutes ces zones, les institutions étatiques sont soit quasi inexistantes, ou soit quand elles sont là, elles sont extrêmement faibles. Et quand les critiques, les reproches qui sont faits de manière récurrente à la gouvernance du pays, et il y a beaucoup d'inégalités entre les territoires. D'accord. Niagalé, pendant que beaucoup se focalisent sur l'insécurité dans le centre du pays, on se rend compte que la situation politique à Bamako était tout aussi explosive, n'est-ce pas? Comment interprétez-vous cette crise à Bamako? Il semble que cette crise qui touche en effet désormais la capitale démontre le caractère multidimensionnel de la crise qui touche non seulement le Mali depuis 2012, mais plus largement la sous-région, la zone sahélienne, aussi bien du côté de la région des trois frontières, Burkina Faso, Niger, Mali, mais également, il ne faut pas oublier, de manière croissante, du côté du bassin du lac Tchad, comme cela a été très bien rappelé dans les conclusions et recommandations du sommet de Nouakchott du G5 Sahel et de la France tenu le 30 juin dernier. Le caractère multidimensionnel de cette crise se mesure à travers la remise profonde de la gouvernance, en effet, mais pas seulement au niveau central, au niveau local également. On s'aperçoit qu'il y a en réalité une sorte de remise en cause fondamentale du type d'État auquel on a eu affaire depuis les indépendances, qui apparaît aux yeux des populations comme ayant failli en termes de démocratisation, en termes de développement, en termes d'éducation, comme l'a démontré la crise touche par des grèves le secteur de l'enseignement, avec la grève des professeurs, mais également une crise qui touche plus largement à la gestion de l'ensemble du territoire, en effet, et d'un point de vue sécuritaire. Et on s'aperçoit également, à travers les morts que l'on a malheureusement déplorées à Bamako, que la question de la réforme des forces de défense et de sécurité va bien au-delà de leur simple capacité à faire face aux groupes terroristes, qu'elle touche également à leur capacité à faire du maintien de l'ordre et plus généralement dans n'importe quel contexte à assurer la protection des civils. C'est un enjeu qui me paraît fondamental.
Ok. Alors, Monsieur Maïga, quand on réclame quand même la démission d'un président, est-ce que ce n'est pas un peu difficile d'arriver à une solution de la crise, à un dialogue? Que faut-il pour les deux parties, en fait, pour qu'on en arrive à une décrispation, selon vous? Bon, demander la démission d'un président, c'est d'autant plus difficile que dans notre architecture institutionnelle, il y a une prééminence du président de la République. Et il y a un minimum incompressible dans la fonction présidentielle, sauf si on veut aller vers le chaos. Bon, et comme personne ne souhaite un chaos, je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'après les incidents intervenus pendant le week-end, et surtout quand on a vu les violences et les morts, le mouvement M5 a remis en place la revendication sur la démission du président. Sinon, c'est un point sur lequel il y avait eu un consensus. Maintenant, quelles sont les mesures d'accompagnement qui doivent sous-tendre les propositions du président? C'est peut-être là qu'il y a une interrogation, quoi. Moi, j'avais toujours dit que le président, ayant pris normalement la mesure de la crise, doit non seulement régler les problèmes liés aux élections, c'est-à-dire les problèmes posés par la Cour constitutionnelle, ce qui a été fait récemment, mais aussi les problèmes posés par les élections qui sont contestées et qui sont à la source de tous ces problèmes-là. D'accord. Alors Niagalé, ceux qui suivent la crise malienne de l'extérieur voient essentiellement un imam à la tête d'un mouvement de contestation, mais il s'agit d'un groupe hétéroclite également avec beaucoup d'hommes politiques bien connus des Maliens. Est-ce qu'on doit parler d'alliance contre nature selon vous, ou c'est plus compliqué que cela? Ce qui est important, c'est de, en effet, mettre en avant le caractère très hétéroclite de la coalition qui s'est mise en place, avec en effet un leader religieux et un mouvement, le CMAS, qui lui apporte son soutien, mais également des mouvements plus politiques, généralement plutôt situés à gauche de l'échiquier, mais autour de cette coalition se meuvent également d'autres acteurs, certains qui avaient soutenu le coup d'État en 2012, d'autres qui ont des revendications syndicales beaucoup plus catégorielles. Donc, ce qui caractérise ce mouvement, à mon avis, est la diversité des revendications et des objectifs poursuivis par les uns et les autres. Et au-delà de la satisfaction immédiate ou à moyen terme des questions d'ordre politique comme la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais vous êtes, Niagalé, vous êtes quand même d'accord que cela ne peut pas passer inaperçu, surtout dans le contexte malien? Non, mais bien sûr. Mais la question qui se pose est vraiment celle de la vision d'avenir qui pourra être portée par l'ensemble de ces leaders aux revendications très diverses. Alors, bien entendu, le rôle de l'imam Dicko est très important et ça situe les revendications pour l'instant dans son discours, dans une approche extrêmement morale qui dénonce à la fois les comportements en matière de corruption, mais aussi en matière de comportement individuel. Mais bien sûr, cette question religieuse se pose notamment par rapport aux relations, au dialogue éventuel qui pourrait être poursuivi avec, puisque je rappelle que le gouvernement du président Ibeka lui-même avait lancé des négociations avec les leaders Yad Gali et Amadou Koufa. Donc, est-ce que l'imam Dicko pourra jouer un rôle d'intermédiaire pour faire avancer un éventuel dialogue? Bien sûr, ça pose une question fondamentale. D'accord. Alors, Soumaïlou Boubé Maïga, l'imam Dicko occupe-t-il un vide dans l'échiquier politique, un vide qu'aurait laissé l'opposition, sachant surtout que Soumaïla Cissé est toujours entre les mains de ses ravisseurs? D'une manière générale, on constate que les forces politiques et sociales conventionnelles sont relativement dans une
période de reflux, quoi. Les partis, les syndicats ne mobilisent plus comme avant. Et les milieux, les leaders religieux, les milieux, ce sont eux qui sont le plus en contact avec les milieux populaires aussi, qui sont les principales victimes des grandes inégalités qui mettent les populations dans l'ordre. Et comme vous voyez bien, dans beaucoup de nos pays, la décennie 2000 a été caractérisée par une très faible production intellectuelle de la part des partis traditionnels. Mais, les leaders religieux se sont retrouvés à être des sortes de locomotives, quoi. Parce que le traité de leur discours, c'est l'immoralité des dirigeants, la corruption, la soumission à l'étranger. Bon, c'est un diagnostic qui a l'avantage d'être à la portée des populations et qui les mobilise facilement. Et beaucoup de partis politiques se sont laissés satelliser par les leaders religieux en pensant qu'ils pourraient, par ce biais-là, passer aussi des revendications. Bon, c'est une alliance d'opportunités. Maintenant, c'est vrai que l'absence de qui est le leader de l'opposition ça n'a pas un impact direct, c'est-à-dire que ça n'a pas fait un vide en tant que tel. Mais on montre bien que quand on voit tous les partis qui sont avec, autour de cette action-là actuellement, comme l'a dit, c'est très hétéroclite. C'est pourquoi il y a beaucoup d'interrogations sur quelle est leur vision commune pour l'après. Bon, pour le moment, il faut leur demander quoi. D'accord. Alors, avant d'aller en pause, je signale que le débat intéresse aussi nos téléspectateurs sur Facebook. Nous avons par exemple Lambert Chile à Mbuji-Mayi en République démocratique du Congo qui se demande pourquoi est-il plus facile pour les Africains d'être divisés que d'être unis. Le président Ibeka a encore une marge de manœuvre pour rétablir la paix en tenant compte des préoccupations des manifestants. Donc vous pouvez continuer à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Bienvenue dans cette seconde partie de Washington Forum. À Bamako, les séquelles des violences du week-end dernier sont toujours visibles dans plusieurs quartiers de la capitale malienne. Notre correspondant sur place a tendu son micro à quelques leaders de l'opposition et du pouvoir. Ils nous donnent leurs impressions sur la tension politique au Mali. Chacun a suivi hier les événements qui se sont passés dans notre pays, en l'occurrence dans la capitale ici à Bamako. Des actes de vandalisme, l'Assemblée nationale qui se retrouve pillée, saccagée, l'ORTM occupé, des biens d'honnêtes citoyens aussi pillés, des voitures d'agents de service public qui ont été vandalisées et saccagées également. Et ce sont des actes évidemment que le gouvernement condamne et que nous souhaitons ne plus voir se répéter dans notre pays. Ce sont des actes qui ont engendré des blessés graves et même plus graves, des morts. Nous avons enregistré 158 victimes, malheureusement parmi lesquelles il y a 11 décès. Parmi les 11 décès, nous notons non seulement la population civile, mais aussi les forces de sécurité. L'air est stable. Nous avons reçu, dans la journée d'hier, nous avons reçu 50 blessés. Et dans la journée d'aujourd'hui, nous avons reçu 5 blessés. Les blessés que nous avons reçus, il y a deux qui étaient déjà décédés avant d'arriver au niveau de notre structure.
Et nous déplorons, parmi ceux qui sont rentrés dans la structure, 2 autres décès. C'était des patients qui étaient très graves. Voilà, merci beaucoup Kassim donc, pour ce micro-trottoir dans les rues de Bamako. Je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Bamako, Soumaïlou Boubé Maïga, ancien Premier ministre du Mali, et à Paris, Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Alors, Soumaïlou Boubé Maïga, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO intensifient leur médiation depuis la première manifestation le 5 juin. Comment une instabilité politique au Mali affecterait-elle la région tout entière? C'est-à-dire que d'abord, tout le monde s'est rendu compte depuis 2012 quand même que la sécurité, il y a une dimension collective de la sécurité. Et à l'évidence de toute insécurité, toute déstabilisation du Mali a forcément un impact sur la sous-région, comme on l'a constaté, même à l'absence de la déstabilisation. On a vu comment, du fait de l'expansion continue des groupes terroristes, comment tous les pays du Sahel se sont retrouvés être le théâtre de différents types d'attentats. Et aujourd'hui, la concentration, on voit bien sur les 3 frontières, Mali, Niger, Burkina, on a bien vu que c'est devenu une zone de concentration des groupes terroristes, mais que la pression d'ailleurs que ces groupes dont ils font l'objet actuellement, non seulement de Barkhane, mais avec les opérations qui vont aller avec et l'action des différentes forces nationales, fait que la menace continue de se répandre cette fois-ci sur tous les pays voisins du Sahel, les pays côtiers, la Côte d'Ivoire, même le Ghana, le Togo. Et donc, je crois que tout le monde a conscience que la sécurité est indivisible dans notre société. Et c'est pourquoi une instabilité durable et accentuée des institutions étatiques ou leur effondrement ne pourrait que compliquer davantage la capacité sous-régionale à résister aux différentes menaces. On voit bien que cette zone devient de plus en plus un enjeu stratégique important pour les groupes terroristes, en tout cas leur mouvance internationale. D'accord, justement, M. Maïga, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a été nommé par la CEDEAO pour diriger cette médiation. Qu'est-ce qu'il lui faut pour réussir sa mission, selon vous? Il lui faut d'abord avoir la bonne volonté des parties prenantes, parce que le succès d'une médiation dépend en grande partie de la volonté des parties opposées à avoir un accord, quoi. Et aujourd'hui, je me dis que comme tous les acteurs disent avoir en commun la volonté de préserver l'ensemble national, et je pense que sur cette base, ils devraient pouvoir se faire des concessions mutuelles et avoir un plus grand esprit de raison pour préserver l'essentiel. Mais pour cela aussi, il faudrait apporter une solution juste, je crois, aux problèmes qui sont posés. Et le problème principal étant quand même pour le moment le contentieux électoral. Parce que tant que ce contentieux n'est pas vidé, même techniquement, nous ne pourrions pas démobiliser les gens. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un contentieux qui concerne les circonscriptions les plus peuplées parmi nos circonscriptions électorales. À Bamako même, sont les 3 communes les plus peuplées. Donc, tant que leur problème n'a pas une juste solution, nous pourrions avoir encore quelques jours ou quelques semaines de manifestation. Maintenant, la CEDEAO, lors d'une première mission d'information, avait préconisé l'organisation d'élections partielles dans les circonscriptions à problème. Je ne sais pas si cette solution n'est pas dépassée au regard de... D'accord. Niagale, M. Maïga parle des zones qui sont plus peuplées, mais dans les régions où l'insécurité règne, notamment au centre et dans le nord, il y a aussi un problème lié à ces élections. Est-ce qu'on devrait juste se focaliser sur ces zones ou les zones peuplées? Est-ce qu'il faudrait régler la question de façon plus globale?
Mais c'est là justement que l'on touche à la nécessité de rétablir un contrat social sur l'ensemble du territoire malien. Existe en effet autour de cette question électorale, mais elle semble généralisée en réalité, notamment entre les autorités centrales et les populations ou les communautés des zones périphériques qui se sont senties abandonnées depuis un certain nombre d'années, de manière bien antérieure à la crise de 2012. On a beaucoup envisagé de résoudre la crise à travers un schéma de décentralisation qui a échoué, lui aussi, jusqu'ici. Donc, effectivement, le rétablissement de la confiance avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs au niveau national, est absolument central. Mais malheureusement, il semble qu'elle tend à se déliter chaque jour un peu davantage. Et c'est ça qui est un grand motif de préoccupation. Et c'est surtout ça, à mon avis, le défi à venir, quels que soient les acteurs qui exercent le pouvoir dans les mois ou dans les années à venir. C'est vraiment la reconstruction d'un pacte au niveau national et également, à mon avis, la capacité à proposer une vision commune à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient citadins, et quelles que soient les communautés auxquelles ils appartiennent. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez travaillé avec le président Ibeka pendant longtemps. Est-ce que vous lui proposerez, en tout cas, vous souhaiteriez qu'il forme un gouvernement d'union nationale pour régler cette crise? Et est-ce que l'opposition devrait aussi accepter d'entrer dans un gouvernement pour qu'on puisse, disons, comme diraient certains, résoudre les problèmes les plus urgents? C'est-à-dire que il ne faut pas donner à penser que il faut faire un gouvernement dans lequel chacun trouve quelque chose. C'est ça qui résoudrait la crise. Au contraire, les populations peuvent penser qu'il s'agit d'un énième partage de gâteau qui n'aboutirait pas à des solutions efficaces. Je crois que la démarche d'abord, c'est d'avoir un accord politique avec l'ensemble des acteurs et que cet accord politique puisse servir de feuille de route pour tout gouvernement qui serait en place. Quelles sont ces priorités selon vous? Nous avons parlé de la révision de la Constitution, pour même constitutionnaliser la décentralisation, parce que comme cela a été souligné jusque-là, les résultats qui étaient attendus de la décentralisation en termes de renforcement de la démocratie locale et de transfert réel de ressources et de compétences, le bilan n'est pas très satisfaisant. Donc l'idée, c'est vraiment de constitutionnaliser la décentralisation et la déconcentration de l'État. Il y a la réforme des textes qui organisent les élections, parce que jusque-là, la revendication de tout le monde, c'est qu'il y ait une structure unique de gestion des élections, la réforme du secteur de la sécurité, la rélecture, l'opérationnalisation d'un certain nombre de régions qui ont été créées sur le papier mais qui n'arrivent pas à être opérationnelles, la relecture de l'accord pour la paix dans les dispositions qui posent problème de manière à accélérer sa mise en œuvre. Donc, il y a un certain nombre de réformes clés comme ça, mais qui peuvent occuper le temps qui reste dans le mandat du président. D'accord. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et également sur la page Facebook de VOA Afrique. Je remercie nos télépartenaires sur le continent ainsi que toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.